Vous pouvez bien ce matin vous poser une question. Qu'est-ce que vous allez faire pour permettre à ce que votre journée soit agréable? Eh bien, il y a bien se lever, voilà, prendre une bonne douche, faire une prière si vous êtes croyant, allumer votre télévision et surtout regarder Matin Bonheur parce que nous sommes là. Bonjour et bienvenue dans Matin Bonheur et c'est un plus bonheur de vous retrouver avec aussi Alix. Tout à fait, grand plaisir pour nous de vous réveiller, on l'espère tout doucement, et vous offrir un programme des plus alléchants pour ce deuxième jour de cette nouvelle semaine. Aujourd'hui, donc mardi, on en aura encore à partager avec vous au travers de plusieurs escales. Ça va démarrer avec bien sûr la couleur du temps dans quelques instants. Ce sera après l'affaire de Mr. Everyday finalement, puisque Régis Kofi est en congé. On aura donc Abdoulaye Koné pour le premier flash. Enfin, non pas enfin, encore, on aura bien sûr du sport. On n'est pas encore arrivé au bout, il faut du sport. Et puis après encore, on aura une autre dose d'informations, ce sera l'histoire de RK. Bien sûr. Et aussi, nous allons avoir cette autre partie où nous allons vous offrir nos différents sujets et aussi nos consultants. Nous allons commencer avec le digital, bien sûr, et vous aurez à tout savoir sur la réalité étendue. On n'en dit pas plus, voilà. Sinon aussi, on aura du code citoyen et à vous proposer le droit pour terminer cette émission. 90 minutes de plaisir, donc, qui démarre maintenant avec la couleur du temps. Juste après l'actualité et on revient. Mesdames et messieurs, bonjour. Au cours de la matinée, au sud du pays, on observera un temps généralement nuageux avec des pluies localisées en début de période. Partout ailleurs, le temps sera généralement nuageux et progressivement ensoleillé. Les températures prévues pour la matinée, on observera 33 degrés à Abengourou, 32 degrés à Abidjan et Adiaké, 33 degrés à Bondoukou, 35 degrés à Bouaké, Bouna, Bondiali et Daloa, 33 degrés à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoa, 33 degrés à Guiglo, 35 degrés à Korogo, 34 degrés à Mont, 33 degrés à Oudéné, 32 degrés à San Pedro et Sassandra, 33 degrés à Soubré, 31 degrés à Tabou, 33 degrés à Tiasalé, 34 degrés à Touba et enfin 33 degrés à Yamoussoukro. Cet après-midi, le début de période sera marqué par un temps ensoleillé dans les régions allant du nord à la bande centrale. Toutefois, en milieu ou en fin de période, on observera des orages isolés et des averses de pluie au nord, à l'ouest et à l'est du pays. Au sud du pays, on aura quelques passages de nuages denses qui apporteront des pluies par endroits. Côté température pour cet après-midi, on notera 24 degrés à Abengourou, 25 degrés à Abidjan, 24 degrés à Adiaké, 22 degrés à Bondoukou, 23 degrés à Bouaké, 24 degrés à Bouna, Bondiali, Daloa et Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa, Guiglo et Korogo, 22 degrés à Mont et Oudéné, 25 degrés à San Pedro, 24 degrés à Sassandra, 25 degrés à Soubré, 24 degrés à Tabou et Tiasalé, 23 degrés à Touba et Yamoussoukro. Merci d'avoir suivi ces informations sur le temps. Je vous souhaite de passer une très bonne journée en compagnie des programmes de la RTI. Bonjour à tous et merci de nous retrouver au cœur de la matinale Matin Bonheur. Place à présent à l'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu hier lundi avec le nouveau secrétaire, sinon le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mahamat Saleh Anadif. Les échanges ont porté sur les défis qui se posent à la sous-région, notamment à la lutte contre le terrorisme. On regarde le compte-rendu d'Awa Touré. En tournée de prise de contact avec les autorités de la sous-région ouest africaine, après sa prise de fonction, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Saleh Anadif, reçu par le président de la République Alassane Ouattara.
L'occasion de passer en revue les défis sécuritaires qui concernent toute la sous-région. Je suis venu me présenter au président de la République et effectivement nous avons parlé des défis, notamment les défis sécuritaires dont il est question. On a parlé de ce qui s'est passé à la frontière il y a 2-3 jours, on a parlé de ce qui s'est passé au Burkina Faso. Donc c'est des défis réels et je crois que nous sommes arrivés tous à la conclusion que c'est des défis globaux qui concernent toute la sous-région et on devrait avoir une vision régionale. Ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina concerne également les autres pays qui sont au niveau de la côte, notamment la Côte d'Ivoire. Et là, je crois que le président a fait une analyse extrêmement précieuse et nous allons bâtir sur cette analyse pour faire en sorte que les Nations Unies, les autres acteurs, les autres partenaires puissent également être aux côtés de ces pays pour faire face à cette menace qui de plus en plus devient sérieuse. Nommé le 26 mars 2021, le Tchadien Saleh Anadif succède au Ghanéen Mohamed Ibn Chambas. Il était depuis 2015 représentant spécial du secrétaire général au Mali et chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de ce pays, la MINUSMA. Autre chose, à présent, au moins 509 000 candidats composent depuis lundi aux épreuves du BEPC, et cela sur toute l'étendue du territoire national. Les candidats, parmi lesquels figurent des personnes en situation de handicap, des personnes soumises également aux mêmes épreuves. La ministre de l'Éducation nationale de l'alphabétisation a visité quelques centres de composition. Maria Tokone a encouragé les candidats au respect des consignes, notamment la lutte contre la fraude. Elle a aussi appelé les surveillants à redoubler de vigilance. Je vous propose ici d'écouter quelques réactions. Les candidats ont connu cette journée des désagréments pendant les épreuves de sciences physiques liées aux allègements qui ont été appliqués sur les programmes scolaires cette année. C'est-à-dire qu'il y a des parties qui n'avaient pas été enseignées dans le programme de l'année scolaire qui ont apparu dans les évaluations. Pour cela, Madame le ministre qui tient à la qualité nous a instruit de venir rassurer d'abord les candidats, leurs parents et la communauté éducative pour une reprise de cette épreuve de sciences physiques selon le programme que je vais décliner. Mardi après-midi, nous avons déplacé les épreuves d'art plastique et de musique qui sont des matières facultatives de 16h à 18h et mercredi 16 juin de 7h45 à 9h45 l'histoire-géographie aura lieu normalement, de 10h à 12h langue vivante 2 normalement. Maintenant l'après-midi nous allons reprendre avec les DHC de 13h30 à 15h30 et puis ensuite de 15h45 à 17h45, ce sera la reprise de l'épreuve de sciences physiques. Je voulais vraiment encore rassurer les candidats pour dire que les évaluations certificatives sont de qualité et sont équitables et qu'ils ne devaient pas craindre une injustice quelconque. Et voilà, c'était pour vous la réaction de Mariam Dosso-Nibaga, la directrice des examens et concours. Un extrait du journal télévisé de 20h. Ici, on s'arrête pour ce 6h30. L'info revient dans une demi-heure. Tout à fait, et on vous retrouvera avec grand bonheur à 7h très exactement. Pour l'heure, nous vous invitons, chers téléspectateurs, à exercer les quelques mouvements quotidiens qui vous sont proposés au travers de notre petite capsule fitness en compagnie de la coach Marie-Noël. A l'air de rien, mais essayez de faire des exercices avec un bâton. Vous allez comprendre qu'il y a tout à l'intérieur. Merci à la coach Marie-Noël donc qui nous permet ce matin de travailler à l'aide d'un bâton. La suite avec l'actualité donc, et il est déjà installé dans ce studio juste après jingle.
Et oui, et il est fin prêt pour nous délivrer ici les titres qu'il a décortiqués pour nous dans sa revue de presse. Bonjour Renaud. Bonjour Alice, bonjour Antoine. Bienvenue. Bonjour. On démarre avec ce titre-là. Le président de la République a procédé à de nouvelles nominations. C'était hier. Oui, 2 ex-ministres ont été nommés hier par le chef de l'État. Il s'agit d'Ali Koulibaly, ex-ministre des Affaires étrangères, qui a été promu conseiller spécial du président de la République, et Albert François Amicha, maire de la commune de Trècheville et anciennement ministre de la ville, qui devient lui président du COCAN, entendez par là, comité d'organisation de la Cannes 2023. Et on passe à un autre sujet, donc, examen du BEPC. Une affaire fait grand bruit depuis hier. Oui, c'est l'affaire dite de l'épreuve ne figurant pas sur le programme scolaire qui a été proposé hier aux candidats à la composition de physique-chimie, selon l'expression qui cite le ministère de l'Éducation nationale. Cette situation est liée à une méprise dont les sources vont être recherchées. En attendant, le ministère a décidé de la reprise de l'épreuve de physique-chimie demain mercredi, dernier jour de l'examen du BEPC. Et on reste toujours sur le sujet de cet examen-là en particulier. Oui, il faut savoir que 4 enseignants fraudeurs ont été pris la main dans le sac pendant les épreuves orales du BEPC la semaine dernière. Et selon l'Infodrome, ces enseignants indélicats, conformément à l'annonce faite par la ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Koné, de pratiquer la tolérance zéro pour les personnes coupables de fraude, eh bien, ils vont écoper de sanctions pouvant aller jusqu'à la radiation des effectifs de la fonction publique. Et dans cette revue de presse, vous nous le dites, dans 2 jours, Laurent Gbagbo sera effectivement à Abidjan. Oui, c'est l'assurance donnée hier en conférence de presse par Assoua Adou, selon le secrétaire général de la branche du FPI fidèle à l'ex-président de la République. Les autorités ivoiriennes ont validé la date de ce jeudi 17 juin pour le retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo. Il a révélé les mesures arrêtées de concert avec le gouvernement et indiqué que le chef de l'État a offert le pavillon présidentiel de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny à Laurent Gbagbo pour son accueil. Plus de précisions dans l'Inter. Et cet autre titre, Mamadou Sanogo déclare la guerre à Adama Bitogo. Oui, c'est ce que Barassa une l'expression. Selon le confrère, après sa victoire législative partielle du samedi 12 juin, l'ancien ministre de l'économie numérique et de la Poste veut en découdre avec le directeur exécutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, qu'il accuse d'avoir voulu saboter son élection en soutenant son rival qui s'est présenté sous la bannière indépendante. Et plus de précisions sur cette affaire dans l'expression. Et on parle maintenant sécurité avec l'armée ivoirienne qui est à la recherche de nouveaux éléments. Oui, les forces armées de Côte d'Ivoire ont lancé une opération de recrutement depuis hier lundi. Peuvent faire acte de candidature les jeunes de nationalité ivoirienne dont l'âge est compris entre 18 et 23 ans maximum à la date du 31 décembre 2021. Et selon l'état-major général des armées qui est cité par l'Inter, le dépôt des dossiers débute le lundi 21 juin et prendra fin le 2 juillet 2021. Et dans son édition de ce jour même, Fraternité Matin met en garde contre les dangers liés à la consommation du tabac. Oui, cigares, chicha ou encore cigarettes, le confrère fait toute la lumière sur ces tueurs silencieux qui, selon lui, recrutent chaque année au sein des populations les plus jeunes. Et dans le dossier qu'il propose sur le sujet, le quotidien pro-gouvernemental invite l'État de Côte d'Ivoire à prendre des mesures fortes pour freiner la consommation du tabac qui cause 5000 décès par an dans notre pays. Et il faut bien le dire encore, Renaud. Alors, on referme cette revue de presse avec un chiffre. Oui, 77 057, c'est le nombre d'emplois créés en Côte d'Ivoire au premier trimestre de l'année 2021. Cette performance, selon le Patriote, est à mettre à l'actif du secteur privé ivoirien qui a vu fleurir depuis le début de l'année de nombreuses entreprises qui ont absorbé des milliers de personnes qui étaient sur le marché de l'emploi. Merci infiniment pour votre passage aujourd'hui. On se dit à demain. À demain. Portez-vous bien. Et nous, on poursuit avec ce programme tout en vous distillant encore d'autres informations au travers de ceux qui émanent ici de notre petite recherche en ce mardi 15 juin 2021 où nous sommes au 166e jour de l'année. On a un an calendaire à célébrer. C'est Germaine qui est célébrée aujourd'hui. Oui, on en profite pour saluer Yo Germaine du côté de Fréquence 2. Les prénoms africains, ce matin, on part au Mali, juste à côté. Si vous avez une fille, vous pouvez l'appeler tout simplement Kadidia, sinon un garçon, Adama. Voilà. On peut faire ça. Oui. Merci pour la carte du Mali, donc. Merci à la réalisation qui nous permet de Maliba. pouvoir, bien sûr,
Et tout à fait. On a un proverbe aujourd'hui, il faut que ça vole haut pour pouvoir décortiquer celui-là. Qui en juin se porte bien au temps chaud ne craindra rien. Voilà, à méditer et puis à se l'imprégner pour pouvoir tout simplement le retranscrire selon son entendement. Et oui, et quand on dit méditer, c'est, bien sûr, vous êtes avec quelqu'un en face, c'est échanger un peu là-dessus, essayer de décortiquer, de chercher et trouver même des leçons, pourquoi pas, des choses qui sortent bien sûr de ces proverbes-là qui vont permettre d'avoir une belle journée et surtout un beau quotidien. Ce 15 juin, c'est la journée mondiale de la sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. Et oui, depuis 15 ans maintenant, les 15 juin sont consacrés à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées. L'objectif est de sensibiliser l'opinion et les pouvoirs publics à cette problématique et de proposer des pistes de solutions pour remédier à ce fléau. Tout à fait. Cette journée a pour but de sensibiliser la population à un sujet encore tabou et pourtant inacceptable. Il est nécessaire de parler de la maltraitance faite aux personnes âgées pour que cela cesse. Ah oui, ce sont les doyens finalement. Oui. Ils se sont occupés des plus jeunes. Quand arrive le 3e âge, il faut prendre le relais et prendre beaucoup plus soin d'eux. Bien sûr, il faut s'en occuper. Et si vous êtes dans un même véhicule de transport en commun, il faut laisser de la place. Voilà, quand on voit un vieillard qui a du mal à traverser la route, on peut attraper là. Mais en fait, ce sont des petits gestes comme ça qu'on peut avoir au quotidien. Et puis, ça vous apporte les grâces. Ça, sachez-le. Malheureusement, ça manque de plus en plus. Ben oui. Il fut une époque où, finalement, on vénérait les doyens. Mais maintenant, là, oulala, où tout le monde s'appelle vieux père, ça devient compliqué. Mais un vieux père et un vieux père, voilà. Il faut faire la différence. Alors, c'est l'heure maintenant pour nous de manger. J'ai un peu faim. Je n'ai pas mangé hier, donc allons-y. Il n'a pas mangé hier, il n'a pas dormi aussi. On a juste veillé pour venir vous servir. Et pas que nous, aussi avec le chef Daguerre. Bonjour, chef. Bonjour, Alice. Bienvenue, chef. Aujourd'hui, vous nous proposez quoi? Aujourd'hui, on y va à la Norvège, ou Irlande aussi. Un petit déjeuner norvégien. Notre ingrédient aujourd'hui, c'est le saumon fumé, un poisson traité, fumé. Donc, si on peut voir, c'est un saumon rose, un peu. Il est trop bon, un peu salé, fort en goût. Il est complet en protéines, B1, B2, B3, D, oméga. Et puis, aussi, on a œuf brouillé en même temps, riche en calcium. Lequel? Okay. Œuf brouillé. Et puis, on va les mettre dans un pâte à choux. Okay. Le pâte à choux, tous on connaît dans les pâtisseries. Oui, généralement, c'est pas... Ouais, on met de la crème pâtissière dedans. La même pâte, on peut faire une éclair. Tout le monde connaît. Donc là, moi, j'ai changé un peu, j'ai ajouté un peu de sel, un peu de thym en dessus. Et puis, j'ai fait comme un baguette. D'accord. OK, pour la farcir avec notre crème épaisse. Et donc, on rappelle que la plupart de ce que vous proposez, c'est vous-même qui le faites à la maison. Voilà, par exemple, comme ce que vous venez de... La baguette, c'est fait maison, hein. Oui. C'est pas pris chez... Oui, je peux donner la recette. Je peux donner... Oui, allons-y, donnez. Je veux donner en petit grammage, comme ça on peut la réaliser à la maison. Oui. On prend 250 grammes d'eau. Avec 80 grammes de beurre, on les bouille au feu. Quand le beurre il est fondu, on ajoute 150 grammes de farine. Et puis on les remue trop bien, on les remue trop bien, oui. Jusqu'à on a une petite croûte dans la poêle. Quand on a cette croûte, on éteint le feu, on enlève la poêle à part, on casse 4 œufs et on commence à ajouter un œuf après l'autre. Et puis on remue trop bien jusqu'à la pâte, elle devient homogène. Voilà, il faut bien remuer. Oui, après on la met dans une poche. Oui. Et puis sur un plateau de four. Et puis on le met pour 40 minutes. Premier 20 minutes, température 190. Deuxième 20 minutes, température 170. Ah, c'est calibré. Ah oui. Ouais. Et puis c'est fini. Bien si on a un minuteur. Peut-être que c'est un peu difficile quand on parle, mais quand on réalise... Quand on est en cuisine, la magie opère. Ouais. OK, un peu d'œuf brouillé. Œuf brouillé, c'est de l'œuf avec du crème fraîche, augmenté. Voilà. Avec du beurre.
Comme on a tendance à le dire, il est quand même 6h50, mais à matin, bonne heure, on a l'impression qu'il est 14h24. Oui. Je dirais 11h30. Non, non, tout doux, en fait, ça se mange en Norvège le matin. Le matin. Il y a des petits déjeuners dans le monde, à l'Europe, des saucisses, du riz, des trucs incroyables, comment on peut manger le matin, mais car là-bas, il fait trop froid. Donc, ils ont besoin à manger quelque chose qui donne la force, qui les chauffe un peu, si on peut dire. Oui. OK. C'est pas nécessaire qu'on l'a fait comme ça grand, mais ici, je sais, on a beaucoup... on a beaucoup de personnes. On a beaucoup de personnes qui veulent manger. Dans le studio. On vous rappelle que vous êtes sur Matin Bonheur et vous suivez le petit-déj donc avec Chef Daguerre qui nous propose aujourd'hui du chou au saumon fumé et des œufs brouillés. Donc voilà, beau décor. Okay. Alors, vous allez goûter. Vous allez goûter. Alléluia. Merci beaucoup, Chef Daguerre. Voilà. Et vous avez entendu parler de chou, hein? C'est pas le chou légumes et tout ça, c'est le chou. La pâte à chou. La pâte à chou. Voilà. Pâte à chou. Et puis on peut ajouter un peu de cornichons pour l'acidité, oignons confits, comme on veut. En tout cas, c'est une belle assiette. Et on va peut-être essayer encore de donner quelques petites astuces aux téléspectateurs sur comment faire des œufs brouillés. Ça a l'air pas très évident. Hein? Les œufs brouillés, disons, on prend 4 œufs, on les mélange comme une omelette. Oui. Et puis on ajoute 100 ou 150 grammes de crème fraîche, 20 grammes de beurre, sel, poivre. On les mélange trop bien et puis on les cuit pour 5 minutes au feu en remuant tout le temps. OK. Ça sort avec nous. Quand on met dans la poêle, on remue tranquillement. Ouais. Pour avoir ce côté brouillé là. Et on ajoute, pardon, oui, la matière grasse ou pas? Oui, c'est le beurre. Du beurre. 20 grammes, pas trop. Pas trop. Ah, OK. Déjà, les œufs, ils sont trop riches, crème trop riche. Si on ajoute aussi trop de beurre, ça sera un peu trop lourd. C'est pas trop intéressant. On aura des œufs, voilà, ça sera baveux et tout. Je tire le coup. Ouais. La pâte à choux, la pâte à choux, pour ceux qui ne savent pas, eh bien, on retrouve la pâte à choux souvent même dans des... elle a dit en pâtisserie, dans des gâteaux, gâteaux d'anniversaire et tout. Vous avez cette pâte-là qui ressemble à des beignets. Normalement, voilà, et à l'intérieur... Oui. Normalement, c'est ça la pâte à choux. Oui. Qu'on retourne elle est énorme, hein? Quand elle est ronde comme ça, quand elle est ronde comme ça, on l'appelle chou. OK. Quand elle est en longueur... Quand elle est Éclair. en longueur comme ça s'appelle éclair. Okay. Et puis, il y a les petits, il y a quelque chose qui s'appelle croque-en-bouche. Croque-en-bouche, oui. Croque-en-bouche. On les trempe dans le sucre fondu, et puis on les farce de la crème pâtissière. Est-ce qu'on avait l'habitude? Mais c'est toujours la même pâte. Okay. On a croque-en-bouche, on a les choux, on a l'éclair. Tout c'est fait avec la pâte à choux. Il fut une époque où on avait, lors des célébrations de mariage, des pièces montées. C'est avec ce type-là. C'est ça, c'est ça. Mais la différence, la croque-en-bouche, ça, j'ai oublié de dire, il y a du lait en poudre, puisque ça soit un peu mou. Mais quand on veut l'utiliser pour la croque-en-bouche, on ne met pas du lait en poudre, puisque ça soit croquant un peu, croquante. Beaucoup plus ferme. Oui. Est-ce que toutes les pâtes à choux, on a forcément de la crème à l'intérieur? On peut faire, par exemple, aujourd'hui, j'ai la transformer en salé. Oui, OK. Ce qui est bien avec cette pâte, qu'il n'y a pas de sucre dedans. D'accord. Donc, on peut utiliser dans beaucoup d'essence. Avec beaucoup d'essence. On peut la toaster, peut-être la manger avec je sais pas, une sauce. Oh ouais, pourquoi pas. Mais le goût, il est trop bien. Et vous avez mis une petite crème à l'intérieur, hein, tapissé une crème. C'est fait à base de quoi? Ça, c'est une crème épaisse. D'accord. Une crème épaisse avec du citron. On mélange, ça s'appelle sour cream. Sour cream. Sour? Sour cream. Sour cream. Ouais, OK. c'est ça. C'est dit une fois, on ne va pas répéter. Hein. Franchement, aujourd'hui, les coups, là, le coup de cuisine, coup de langue. Et ouais, mais il faut vraiment que tout le monde essaie le saumon fumé. Il y a trop de bénéfices
Et justement, comment valeur reconnaître alimentaire. un bon saumon fumé? Comment le reconnaître? C'est à partir de quoi? Son couleur, son odeur. Son odeur, elle ne doit pas être comme odeur de œuf. Dès qu'on sent une odeur de œuf dans le saumon fumé, donc il faut le jeter. D'accord. C'est pas bon. Et puis sa couleur, elle est bien rose comme le saumon fumé norvégien que j'ai ici. Et puis, il tient bien. Il y a des saumons fumés, quand on les attrape, ça attache. Ça, on voit la pièce, elle est ferme. Okay. Mais quand on attrape un saumon fumé et ça détache, donc ce n'est pas un bon saumon fumé. Ça, c'est un très bon saumon fumé. Merci beaucoup pour tous ces cours, chef Daguerre, donc pour ce que vous venez de nous proposer. On l'a dit, chou au saumon fumé avec des œufs brouillés. Donc, merci beaucoup. On aura le temps de déguster. Hein? Forcément. Oui, forcément. Alors, avant de poursuivre, donc, Alix, on va aller avec un reportage donc, et parler aujourd'hui du gaz, une autre solution pour l'électricité. Allez, on va tous découvrir et on revient dans quelques instants. Des barrages hydroélectriques pour la production de l'électricité, mais également des centrales thermiques alimentées par le gaz naturel. Nous utilisons le gaz naturel qui provient des opérateurs gaziers. Et c'est ce gaz naturel-là que nous allons transformer pour produire de l'énergie. Donc, ce sont les turbines à gaz qui permettent cette transformation. Mohamed Traoré est directeur technique dans une des 4 centrales thermiques du pays. Bien que dominant dans le mix énergétique, la production de l'électricité à base de gaz reste peu connue et son process relativement complexe. On va faire une combustion au niveau de ce gaz-là. Il sera ensuite détendu au niveau de ce qu'on appelle la turbine elle-même. Et cette turbine étant accouplée à un générateur, on pourra ainsi produire de l'énergie électrique. Maintenant, le fameux gaz de combustion qu'on utilise pour faire tourner la turbine à gaz, au lieu de le mettre à l'atmosphère, on a fait ce qu'on appelle un cycle combiné. Donc on va récupérer ce gaz de combustion-là, on va l'utiliser dans une chaudière de récupération pour chauffer de l'eau. Ça va produire de la vapeur et cette vapeur-là, on va ensuite l'utiliser pour faire tourner, cette fois-ci, une turbine à vapeur qui est elle-même également accouplée à un alternateur qui permet la production d'énergie. Une fois produite, l'énergie est transportée sur le réseau électrique national. La distribution de cette énergie aux usagers reste du ressort de la compagnie ivoirienne d'électricité. Mais la production de gaz en Côte d'Ivoire ne permet pas de satisfaire la demande nationale des centrales thermiques, d'où d'importants investissements en cours de réalisation dans le secteur, comme ici à la centrale d'Azito. L'équipement de production qui est en construction maintenant fait partie de ce programme qui a été conçu depuis de longues années et il prévoit donc des mises en service d'équipements, de nouveaux équipements de production de sorte à couvrir la demande en énergie qui est croissante et qui permettra de régler définitivement tous les incidents que nous rencontrons ça et là compte tenu de la situation du moment. En attendant de faire évoluer le mix énergétique dans le sens des énergies renouvelables, avec notamment la construction de nouveaux barrages hydrauliques, les centrales thermiques restent l'une des principales solutions à la production de l'électricité et à la satisfaction des besoins des populations. Il est 7h et on démarre l'actualité internationale par du sport, notamment du football. Le dernier match des éliminatoires de la CAN entre la Sierra Leone et le Bénin, prévu hier lundi en Guinée, a finalement été reporté d'un jour en raison d'un problème lié à la Covid-19. 6 semaines après un premier souci et un premier report, déjà pour un souci similaire. Peu avant le coup d'envoi, 6 joueurs et 2 membres du staff des écureuils du Bénin ont été diagnostiqués positifs selon la Confédération africaine de football, mais ces résultats sont contestés par les dirigeants de la Sierra Leone. La CAF a décidé de reprogrammer le match ce mardi à 18h. Et c'est parti, les vice-champions d'Europe et champions du monde vont lancer leur compétition contre les Allemands chez eux à Munich. Je vous parle de l'équipe de France. Les hommes de Didier Deschamps qui affronteront ensuite la Hongrie et le Portugal dans cette poule F auront fort à faire contre la Mannschaft de Joachim Löw. Le parquet argentin qui enquête sur la mort de l'idole de football, Diego Maradona, a entamé hier lundi les interrogatoires de première comparution.
Des interrogatoires qui concernent 7 personnels soignants qui sont soupçonnés de l'avoir abandonné à une lente agonie et qui risquent un renvoi devant un tribunal. Ces personnels soignants encourent des peines de prison allant de 8 à 25 ans. Aux États-Unis, les fêtards sont de retour sur la piste de danse d'un club de Washington, D.C. Alors que les autorités viennent de lever les restrictions liées à la COVID-19. La levée de restrictions permet aux bars, discothèques et salles de divertissement de la capitale américaine d'opérer à pleine capacité. Aux États-Unis, certains clubs n'ont plus accueilli de foule en intérieur pour danser depuis plus d'1 an. Et après plus de 12 ans aux affaires, Benjamin Netanyahou a été contraint de quitter son poste de Premier ministre dimanche dernier. Une éviction qui intervient à la suite du vote de la Knesset en faveur du gouvernement dirigé par Naftali Bennett. Netanyahou s'est donc résolu à quitter le pouvoir qu'il a exercé sans interruption depuis 2009 et durant 15 ans si l'on compte son premier mandat de 1996 à 1999. Pollution en Corse, des galettes d'hydrocarbures ont été retrouvées sur plusieurs plages de l'île de Beauté. Des plages dorénavant interdites au public en raison de la pollution aux hydrocarbures. Des traces ont été trouvées à Solaro. Des opérations de nettoyage sur la côte et en mer sont en cours. Fin 2018, des plages du Var avaient été lourdement polluées par des hydrocarbures après la collision de 2 navires au large de la Corse. On reste toujours en France alors que l'artisanat voit certains métiers disparaître. La fabrique nomade à Paris tente de remettre le pied à l'étrier des immigrés artisans d'art. L'association accueille une douzaine de migrants de tous horizons en quête d'une passerelle vers des emplois qu'ils maîtrisent mais qui leur sont fermés. En 5 ans d'existence, elle revendique un taux d'insertion professionnelle de 76%, dont 56% dans les métiers d'art. Voici quelques réactions. Tu peux relimer un peu plus sur le haut que tout en gardant plat. Et là, tu réduis un petit peu. Ça va nous arranger. Des fois, tu peux prendre la pince parallèle aussi si c'est petit, non? Et tu observes régulièrement l'équilibre de ce que tu relimes pour être bien rond. Là, en fait, un métier, ça fait partie de notre identité. Et que quand on a une histoire et qu'on a acquis un métier, un savoir-faire pendant 10, 15, 20 ans, c'est des métiers passion très souvent et donc du coup ça les habite complètement et quand on retire ça en sachant qu'ils ont déjà laissé beaucoup de choses derrière eux quand ils ont quitté leur pays, et bien perdre ça souvent, ça les fait perdre complètement ce qu'ils sont. Et voilà, c'est tout pour ce jour. On se retrouve demain. Très exactement. On vous souhaite une belle journée. À vous également. On amorce maintenant cette deuxième heure avec nos premiers échanges en compagnie du premier invité dans la case digitale. C'est monsieur Cyriaque Bogou. Aujourd'hui, il nous parle de quelque chose de novateur, réalité étendue, XR, usage et atout. Juste après ceci. Avec lui, donc, on va découvrir ce que c'est que la réalité étendue. Bonjour, monsieur Cyriaque. Bonjour Ange, bonjour Alex. Bonjour Cyriaque, bienvenue. Bienvenue. Merci. Alors, on va directement donc, réalité étendue. Sinon, en anglais, extended reality, voilà, donc... oui, qu'est-ce que c'est? Déjà la réalité étendue, je sais que beaucoup de personnes l'ont déjà vu passer, mais peut-être ne se sont pas rendus compte. La réalité étendue, déjà, c'est cette réalité virtuelle qu'on a, mais poussée à un autre niveau. Par exemple, lorsque nous sommes en mode réalité virtuelle, c'est des éléments, si vous voulez, du réel dans lequel on ajoute des éléments virtuels. Maintenant, après, quand on essaie d'aller un peu plus loin, il y a ce qu'on appelle la réalité, plutôt la réalité augmentée. Après, la réalité virtuelle, c'est dans ce monde-là, tout est virtuel. C'est-à-dire, quand vous vous plongez dans ce monde, ce n'est pas réel. Il n'y a pas d'effet réel dedans, comme dans la réalité augmentée. Maintenant, quand on arrive dans la réalité mixte, qui est vraiment celle l'ère dans laquelle nous sommes, c'est le mélange de tout cela. Et on parle de technologie immersive. Donc immersive parce que l'humain que nous sommes est immergé dans un monde qui est un mix du réel et un mix du virtuel. Peut-être pour faire simple, je sais que tout le monde a regardé un film qui s'appelle Avatar.
on a tous regardé Avatar, on a vu ce monde-là, on a vraiment tutoyé ce monde-là, mais à l'écran. Dans ce cas où il y avait ce monsieur, dans la vie réelle, on voyait qu'il était unijambiste, mais dans le monde virtuel, il avait son avatar, il pouvait courir, il pouvait sauter, il pouvait faire tout cela. Aujourd'hui, c'est cette réalité-là qui est au service de beaucoup d'autres activités, de beaucoup d'autres entreprises. Et c'est de cela qu'on parle en parlant de réalité étendue, pour dire XR en anglais. En tout cas, l'exemple, hein, il est pertinent et peut-être qu'il va nous situer davantage dans la compréhension. Finalement, la fiction qu'on a pu remarquer au travers de ce film, je crois que c'est de Spielberg. Oui, c'est Spielberg. James Cameron. Yep. Au travers de ce film-là, finalement, comment il se transforme ou se transpose dans la réalité? À cette allure, on va aller créer nos avatars. Hein, et ils seront présidents de la République. Il y en a qui en créent un peu sur les réseaux sociaux. Je serai la première fois président de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la réalité virtuelle nous entoure. Même ceux qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui, quand vous prenez des photos, surtout les dames sur Snapchat et autres, vous voyez qu'il y a des filtres qui sont ajoutés. Ce n'est pas de la réalité, ces filtres-là. C'est virtuel. Donc, vous faites un ajout du virtuel à ce qui est réel. Donc, c'est un peu ça. Donc, on l'utilise déjà, on le tutoie. Pour revenir au film de James Cameron, faut dire que c'est vrai, c'est sorti en 2009, mais quelques années avant, il devait le faire sortir peut-être 3-5 ans en arrière, mais il s'est rendu compte que ce qu'il voulait faire ressortir n'était pas. Donc, c'est là qu'interviennent des environnements comme, vous voyez, des personnes qui investissent dans tout ce qui est recherche et développement pour pouvoir arriver à vraiment faire ressortir cette réalité-là. Quand on se plongeait dans le film, pour revenir, je prends le film parce que je sais que presque tout le monde l'a regardé et ça permet de vraiment comparer un peu ces deux mondes. Dans le film, quand il bougeait de sa station donc, où il parlait avec des humains, à l'autre côté, quand on le mettait dans sa machine, quand on refermait, c'est ça qui faisait le lien entre lui et ce monde virtuel-là. Tant qu'il était dans cette capsule-là où on l'enfermait, il avait ce lien entre les machines qui géraient avec tout ce qui est capteur, avec tout ce qui est micro, avec tout ce qui va avec. Il pouvait entrer dans ce monde virtuel-là. Je pense qu'un autre exemple que peut-être ceux qui aiment jouer pourront comprendre, c'est Pokémon Go. Pokémon Go, oui. Ce jeu-là est sorti il y a quelques années. Même à Abidjan, ici, on pouvait en jouer parce que ça alliait virtuel et réel. Au point où il y avait des Pokémon qui étaient un peu partout dans la ville. Donc, tu as ton smartphone, tu es là, tu cherches le Pokémon, et quand tu l'as vu, tu le prends. Au point où on voyait des enfants un peu bizarres marcher dans la rue. Ah non, j'ai attrapé un Pokémon. Bon, quelqu'un qui passe, il est là, il parle lui seul. Bon, ça frisait à être un peu paranoïaque, un peu fou, un peu bizarre. Mais c'était ça, c'est un peu ça, ce monde-là. Et avec la faveur de la Covid, on a vu un peu ce monde-là être beaucoup plus utilisé, que ce soit à la télé. On a vu sur des plateaux de télé des artistes qui ne pouvaient pas venir compte tenu de la pandémie. Oui. Et on a vu toute la régie, comment le travail a été fait. La personne a fait sa prestation comme si elle était dans la salle. Et ça, aujourd'hui, c'est cette réalité étendue-là qui permet de faire ce genre de mix. Et cette réalité étendue nous permet de passer à une autre étape dans nos entreprises aussi. Ça sera quoi aujourd'hui le bénéfice pour certaines entreprises, par exemple la RTI? Pourquoi pas? La RTI, aujourd'hui, ce serait, par exemple, tout à l'heure, on a regardé un élément parlant d'une centrale thermique. Ce serait, par exemple, lors du reportage de cette centrale thermique, il y a des endroits dans cette centrale thermique où l'humain peut-être ne pourrait pas arriver parce que soit il y a des dangers, soit c'est difficile à manipuler et autres. Ce serait de prendre cette partie-là, la virtualiser pour que lorsque le monsieur expliquait tout à l'heure comment ça fonctionnait, une turbine et autres, tout ça, que nous, à l'écran, on puisse voir concrètement ce qui se passe là-bas, mais de manière virtuelle, comme une visite virtuelle qu'on peut faire aujourd'hui dans des musées, dans des endroits assez reculés. Aussi simple, hein? Aussi simple. Et c'est des choses qui existent déjà, hein, sans vouloir faire la pub. Bon, c'est une grande chaîne internationale qui, lors de ses JT, n'hésite pas même à importer, sinon inviter des fois des vaches, des véhicules, ce genre de choses sur le plateau pour pouvoir mieux expliquer les propos qui sont
ici échanger sur ce qu'ils disent. Alors, nous, on est peut-être un peu loin, mais on va rester à rêver, éveillé. On rêve. On rêve éveillé. On rêve, ouais. Et on rêve éveillé. Et la question, c'est de savoir qu'en est-il aujourd'hui de cette réalité étendue sous nos tropiques. Sous nos tropiques, j'ai eu la chance de participer à la présentation peut-être de la construction d'un building, d'une structure qui va bientôt être inaugurée. Mais pour se projeter, les opérateurs nous ont fait voyager, comment allait être présenté ce nouveau building, comment les gens allaient cohabiter dans ce building, mais via une réalité virtuelle. Donc quelqu'un avait le casque, il se baladait et nous on le voyait à l'écran, alors que le building n'existe pas. Ça, c'est ce que j'ai pu constater pour la Côte d'Ivoire. Ce que j'ai pu constater aussi pour la Côte d'Ivoire, c'est, je sais qu'il y a une structure qui est spécialisée dans tout ce qui est sécurisme, qui te font porter le masque, et le casque du moins, et on te permet d'apprendre, comment je vais dire ça, à faire des massages cardiaques, tout ça pour pouvoir secourir des gens. Et ça, bon, ça se fait. Donc, ça se fait sous nos cieux. C'est juste, comme je le dis toujours, il y a des possibilités. Maintenant, après, est-ce que c'est de trouver véritablement les besoins qui vont pour ce type de technologie? Parce que ça demande quand même beaucoup de coûts, ça demande beaucoup de moyens, ça demande beaucoup de développement et autres. Et après, c'est de former aussi des personnes à ces technologies-là. Autre chose qui est assez intéressante, et pourquoi on en parle aussi, c'est nos jeunes. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à nos jeunes. Ce sont des nouveaux métiers qui ne sont pas forcément arrivés chez nous encore. C'est le moment d'apprendre. Je connais des jeunes qui ont virtualisé des musées même de la Côte d'Ivoire en termes de pérennisation de tout ce que nous avons comme richesse culturelle. Aujourd'hui, ce sont des projets que des jeunes peuvent mettre en marche. Donc, voici un peu des exemples que j'ai pu constater sous nos cieux ici. Et je pense que ça marche et je pense que c'est à encourager aussi. Oui. Et ça pourrait être une véritable source de développement. Alors, c'est vrai que vous avez dit avec la réalité étendue, on passe à un autre niveau, on avance dans cette évolution technologique-là. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est primordial? Tout est question de, je veux dire, vision, primordiale ou pas. Aujourd'hui, on est tous, depuis l'année dernière, nous sommes tous dans une crise sanitaire. On a vu que cette crise sanitaire a facilité tout ce qui est digitalisation. Il y a des personnes, il y a 5-10 ans, tu leur parlais de digitaliser leurs services. Ils voyaient ça comme si tu prêchais dans le désert. Oui. Mais dès que la Covid est arrivée, tout s'est accéléré. Aujourd'hui, je pense que nous devons prendre ce train d'accélération, de digitalisation pour aussi se positionner. Parce qu'après, il faut se dire qu'on peut se positionner vis-à-vis de ces nouvelles technologies-là. Ne pas attendre, comme on l'a dit tout à l'heure, que d'autres l'utilisent et que ça soit obsolète ailleurs, que nous, ça soit nouveau chez nous. Non, on peut. Ce qui est intéressant avec la technologie, c'est qu'au même niveau, on peut avoir le même niveau d'information au même moment et on peut se former au même moment. Donc, je pense que c'est le lieu d'encourager dans nos établissements, dans nos écoles, cette nouvelle adaptation du savoir et pourquoi pas de la technologie. Restons donc sur la formation et pourquoi pas encourager encore les jeunes, même les moins jeunes, il n'y a pas d'âge pour pouvoir apprendre. Est-ce qu'ici maintenant aussi on a la ressource type pour pouvoir distiller cette formation-là? Ça, c'est le premier volet de la question. Et puis peut-être la corrélation avec l'intelligence artificielle qui est vraiment très usitée ici depuis un certain moment avec Mme Cissé, je pense. Oui, je pense qu'il y a la technologie, il y a les ressources, non seulement en termes de formateurs, donc des ressources purement ivoiriennes, et aussi c'est possible de les avoir, et aussi des jeunes qui sont prêts à le faire. Il y a des établissements, heureusement, qui forment dans ce type de technologie. Ça, c'est déjà bon à savoir parce que c'est sous nos cieux et c'est possible. Deuxième chose, comment on combine cela avec l'intelligence artificielle, et comme vous avez dit, Fatim Cissé, qui est quand même l'une des dames qu'on voit rayonner dans ce domaine, qui excelle très bien, et c'est de dire aujourd'hui, voici, il y a des ressources humaines, il y a des ressources qui sont là. C'est de mettre maintenant tout ce qui est moyen
techniques pour que des choses puissent sortir, des projets puissent naître. Les moyens, je me dis, aujourd'hui, notre gouvernement, quand même, est, en matière de technologie, on fait déjà beaucoup de choses. C'est de se dire, de prendre des jeunes et de discuter avec eux, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avancée du pays, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Est-ce de mettre en place un laboratoire, est-ce de mettre en place des jeunes qu'on va coacher, qu'on va former, ou bien qu'on va aller ailleurs pour avoir un autre savoir-faire, venir développer des projets sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous tous, on parle de environnement, de réchauffement climatique. Comment aujourd'hui, avec cette réalité virtuelle-là, on peut résoudre certains besoins. Quand tu vois des villages comme Laoupanda qui sont en train d'être rayés par l'érosion côtière, malheureusement l'avancée, c'est de se dire comment on peut préserver ce village-là pour que même dans 10-50 ans, des enfants sachent qu'il y avait, même s'il n'existe plus, parce qu'il y a eu l'érosion côtière ou bien parce que ça a été dévasté, comment on sait qu'aujourd'hui, c'est cette richesse-là et la conservation du patrimoine. Donc je pense qu'il y a des possibilités. Donc, il suffit d'avoir une volonté politique, de mélanger cela avec des entreprises privées. Et je pense qu'il y a des citoyens et des jeunes qui ont envie d'apprendre et qui ont envie de pousser le bouchon loin pour faire sortir des technologies purement ivoiriennes aussi. Et voilà qui est bien dit, n'empêche que le coût s'avère très élevé. On le signale quand relativement, même. Par rapport aux gains aussi qu'on peut... Bien sûr. Est-ce qu'il y a des limites quelque part ou bien est-ce qu'il y a des risques dans l'utilisation de cette réalité étendue-là? Oui, il y a des risques. Et dans toute technologie, les risques sont toujours liés à la donnée. Et ça, on ne cesse de le dire sur notre plateau, c'est la donnée. Parce que lorsque vous allez utiliser, c'est des informations que vous allez engranger. Ces informations, vous les stockez où? Ces informations, qu'est-ce que vous en faites? Ces informations, qui les protège, comment elles sont protégées, et tout ça. Donc ça fait partie d'un premier pan. Le deuxième, on en a parlé, c'est les coûts. Les coûts aujourd'hui sont quand même, parce que payer, ce n'est pas tout le monde qui peut se payer un casque VR pour se promener dans la ville d'Abidjan, parce qu'il y a des choses à visiter et autres. Donc, c'est de se dire comment nous aussi on peut fabriquer ce type de casque-là pour que ça soit moindre, pour qu'on puisse aujourd'hui, Dieu merci, on a une zone franche où il y a plein de technologies là-bas. Pourquoi ne... C'est pour ça que je dis, c'est une volonté, c'est de se dire, j'ai une vision. Je veux que dans quelques années, la Côte d'Ivoire soit positionnée à tel niveau sur le plan numérique, dans l'échiquier africain ou bien mondial. Donc, on met les moyens. Et ça, c'est possible d'avoir ces moyens-là. Parce que je sais que nos gouvernants, quand ils veulent, ils peuvent. Bien sûr, c'est possible d'avoir tout. Et même chez nous, en Côte d'Ivoire, pourquoi pas avoir des maisons intelligentes. Hein. Ouais. Ça existe. Oui, enfin. Merci beaucoup à M. Cyriaque Bogou. Voilà, réalité étendue, usage et atout. Alix, on va poursuivre avec un autre invité dans quelques instants. Oui, ce sera M. Doumbia Diakaria, directeur du service national des jeunes. Installé avec nous, M. Doumbia, on le rappelle, directeur du service national des jeunes. Aujourd'hui, on parle du service national des jeunes, ce dispositif pour la citoyenneté. Déjà, vous pouvez nous parler un peu de ce service-là, ses missions? Merci, madame. Avant tout propos, j'aimerais, au nom du ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, et du directeur général de l'Office du service civique national, vous dire merci. Remercier la direction de la RTI pour cette lucane que vous nous offrez pour parler du service national des jeunes. Le service national des jeunes est un dispositif du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique qui a pour mission de renforcer l'éducation, la formation des jeunes au service civique et à la citoyenneté, de mobiliser ces jeunes-là pour les travaux d'intérêt communautaire et humanitaire envers les populations qui en ont besoin, de réduire l'oisiveté par l'organisation des camps de jeunesse et des visites découvertes. Ensuite, d'opérationnaliser des projets en direction des jeunes.
Bien sûr. Donc voilà qui est bien dit là donc, l'émission du service national des jeunes. Nous vous demandons de rester scotché devant votre poste téléviseur pour qu'on puisse ensemble bien découvrir cette entité-là donc. Alors Monsieur Doumbia, vous allez nous dire quelles sont les actions qui ont déjà été menées ou qu'est-ce qui va être mené? D'accord, nous sommes en pleine opération pilote et grâce à la volonté du Premier ministre M. Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, il a voulu que nous regroupions dans les 108 départements des jeunes qui vont se retrouver à Korogo sur un centre de service civique pour une formation de 2 mois. Ça, c'est déjà fait. Nous avons fini cette formation de 2 mois depuis fin mars. Et ils ont 10 mois à faire dans leur département des travaux communautaires, des travaux dans le service public, sous la supervision des préfets du département. C'est très important et peut-être quand on remonte un peu dans l'histoire, on sait que le service civique, c'est quelque chose qui a quand même existé dans notre vécu et il était pratiqué, ma foi, de manière peut-être même obligatoire à un certain moment de sa vie. Est-ce que c'est toujours le même cadre et qu'est-ce qui est finalement distillé comme formation lors de programmes comme ce que vous venez de nous partager? Au fait, chez nous, c'est le volontariat. Vraiment, ce n'est pas on n'est plus dans la contrainte. Dans la contrainte. C'est vraiment des jeunes qui sont volontaires et qui sont reconnus comme des leaders dans leur département que les préfets choisissent. Il y a un comité de sélection qui est présidé par le préfet et composé du directeur régional de la jeunesse et du Conseil national des jeunes. Donc vraiment, c'est vraiment volontaire. Quand ils viennent, ils ont 2 mois à faire sur le centre. Tout est pris en charge. Et pendant ces 2 mois, il y a des modules. Nous avons les pratiques militaires, qui sont les défilés, le sport. Nous avons l'enseignement à la citoyenneté et au civisme. Nous avons l'enseignement des arts ménagers et hygiène de vie. Nous avons également la culture et la démocratie. Nous avons... il y a d'autres, je n'ai pas de la liste exacte. Il y a plusieurs autres Nous pans. avons au moins 7 modules de formation. Et après les 2 mois, alors ils vont dans leur département. Et dans ce département-là, ils sont mis en mission par les préfets. Bien sûr. 6 mois. Alors, on va rester sur le même sujet, Alix, parce que dans un article paru en février 2021, là, eh bien, il y a près de 216 jeunes qui ont été formés dans pratiquement 16 départements du pays sur les us et coutumes. Oui. Comment, concrètement, eh bien, cela pourrait avoir un impact positif eh bien, dans le quotidien de ces jeunes-là et dans la société? Oui, c'est plutôt 216 jeunes. Oui. Dans 108 départements. Dans 108 départements, autant à raison de 2 par département. OK. Donc, ça fait 216 jeunes. Ces jeunes-là, après avoir été formés en citoyenneté, en art de vivre dans la communauté, au respect des institutions et des personnes qui les incarnent, ces jeunes-là vont dans leur département. Nous, en fait, nous cherchons à avoir un Ivoirien nouveau, prôné par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Donc, une fois qu'il sort des 10 mois, en principe, il devait être reformé, remodulé et avoir un autre comportement, qui soit civique et citoyen. En tout cas, ce que vous dites, c'est très important et on a envie de revenir sur un élément. C'est que vous avez bien ici spécifié que ces jeunes-là ne sont pas contraints à l'apprentissage, sinon à l'intégration même du service national, mais ils sont sélectionnés en fonction de leur capacité et compétences à être leader dans leur communauté. Quand on regarde le trop-plein, sinon la nomenclature même de la jeunesse, il ne faut pas se le cacher, c'est vrai qu'en pourcentage, il y a beaucoup à faire en termes même de valeur à transmettre, en termes de qualité. Vous qui formez ces jeunes-là à devenir nouveaux finalement, pourquoi c'est aussi restreint à juste du volontariat? Oui, effectivement, avec notre arrimage au ministère de la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle du service civique, le ministre Touré Mamadou a décidé de passer à l'échelle. Dans les prochaines cohortes,
on aura plus de 216. On va parler en milliers de personnes maintenant. Il faut toucher tout le monde. Voilà. Ça va changer le pays. On va toucher tout le monde. Vraiment, Korogo, c'était intéressant parce que c'était vraiment 108 départements réunis. Oui. Donc, une certaine cohésion. Les uns apprennent les us et coutumes des autres. Ouais. Les histoires que nous avons ces temps, c'est parce qu'on ne se connaît pas. Tout à fait. Si on apprend à se connaître logiquement, on ne devrait pas voir ce qui est arrivé. Bien sûr. Donc, c'est en cela que le Premier ministre Amadou Gon, paix à son âme, a décidé de réunir tous les 108 départements et ça s'est bien passé. Au début, ça a été difficile, mais quand ils ont, un jour, 2 jours après, ils ont compris que c'était intéressant. Oui. Après les 2 mois, ils ne voulaient même pas partir. Bien sûr. C'est quoi les difficultés que vous rencontrez avec ces jeunes? Bon, ces jeunes, au départ, quand ils arrivent, bon, ce n'est pas des jeunes vulnérables ou qui tendent vers le banditisme, c'est des jeunes déjà responsables. Okay. Ils sont des leaders dans leur département, comme tels, et choisis par les préfets. Donc, ils viennent déjà des gens sur eux qui arrivent. Mais les enfermer pendant 2 mois, ce qui est un peu difficile. Au départ, on n'est pas venu pour être enfermé pendant 2 mois parce qu'il y a des restrictions, les sorties, les téléphones souvent sont confisqués, et les militaires surtout. Un vrai service militaire. C'est vraiment un service militaire, mais vraiment en douceur. Oui. En douceur, et qui, en fin de compte, les jeunes ont apprécié. Ils ont apprécié. Et également, en principe, nous ne formons pas en métier. C'est seulement la culture, le service civique. Mais heureusement que nous avons, le ministre a décidé, le ministre Touré Madou a décidé que ces jeunes-là, après les 10 mois, seront reversés à l'agence emploi jeune pour ceux qui sont dotés d'un diplôme ou d'une formation professionnelle. On verra comment faire leur insertion. Finalement, hein, c'est aussi ça le but du ministère, de pouvoir insérer le plus grand nombre de jeunes dans le tissu socio-professionnel. C'est toute la volonté du ministre. Tout à fait. Et c'est bien. Alors, vous avez parlé de plusieurs modules de formation, hein, et ça revient beaucoup. On parle aujourd'hui, c'est service national des jeunes, mais dans le temps, c'était service militaire. Finalement, ces jeunes-là, ils peuvent constituer des réservistes pour l'armée. Quand on sait que tout récemment a été lancé un recrutement, est-ce que c'est possible d'avoir des contingents venant de ces formations-là? Vraiment, la formation que nous faisons, vraiment, on leur dit qu'ils n'ont rien à voir avec l'armée. C'est des civils que nous formons et que nous mettons à disposition de la population. Et c'est des civils vraiment policiers qui peuvent insérer l'armée quand même? Oui, ça, ils peuvent passer le concours comme tous les autres jeunes. D'accord. Mais vraiment, ils n'ont pas, on ne peut pas dire qu'ils sont prêts pour ça forcément. Mais la formation demeure très souple. Cette idée, ou leur faire croire que la formation qu'ils reçoivent, c'est pour devenir des militaires. C'est des civils, seulement on leur inculque un savoir-faire et un savoir-être. Un savoir-faire aussi. Oui, et surtout pour un savoir-vivre dans la société. Dites-nous, est-ce que les jeunes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont envie d'être insérés quelque part, d'autres aussi ont envie même de faire du volontariat parce qu'on veut forcément faire quelque chose de ces journées, à ne pas traîner n'importe comment dans le quartier aujourd'hui. Est-ce que les jeunes sont au fait de tout ce que vous êtes en train de mener comme action? En fait, le volontariat, c'est un autre dispositif qui s'en charge. Oui, bien sûr. Qui s'en charge, qui est la direction du volontariat. Oui. Mais on fait l'effort d'informer, de passer par les directions régionales qui ont un lien avec les jeunes, en principe qui passent les formations. Puisque c'est des jeunes de 18 à 35 ans. Donc, les différentes directions régionales passent l'information et notre invitation de ce matin fait partie de notre ouverture et pour informer les jeunes. Justement, dans cette démarche informative qu'on veut avoir ici sur ce plateau, vous nous avez parlé, c'est vrai, de critères de sélection qui est laissé à la discrétion des préfets de région, mais pour s'orienter et sinon même s'adresser directement à ces jeunes-là, quelles sont les qualités, sinon les compétences qu'ils peuvent cultiver déjà dans leur communauté pour espérer être choisis et puis bénéficier de ces formations-là qui bonifient? Bon, nous avons... Les critères, ce n'est pas le préfet qui arrête les critères, c'est la direction qui arrête les critères. Et les critères étaient... C'est de quel type? Il faut âgé de 18 ans, de 18 à 35 ans, être reconnu comme leader dans sa communauté. Quand on est leader... Bon, il y a des leaders dans beaucoup de choses. Il y a leader, il y a leader. Mais bon. Il faut être un bon citoyen dans la communauté. Okay. Voilà. Leader dans les sorties et tout ça. Oui. Leader dans le bon sens. Oui. Et être apte, en bonne santé, et vraiment prêt pour les travaux d'intérêt communautaire.
Okay. On remarque ça en vous. Vous entrez au centre national de service civique. Alors, Monsieur Doumbia Diakaria, on rappelle que vous êtes directeur du service national des jeunes. Pour tous les jeunes qui nous regardent en ce moment, qu'est-ce qu'on peut retenir avant de terminer rapidement? Je dirais pour les jeunes qui nous regardent que le ministre Mamadou Touré est disposé à aider les jeunes. Nous sommes partis de 216. Aujourd'hui, il veut qu'on aille à l'échelle. Donc, nous sommes partis à 2000, 3000. Et le team même s'allait même au-delà. Et en cela, j'appelle les jeunes de se rapprocher des structures de jeunesse, la direction régionale de jeunesse, l'AEJ, pour avoir toutes les informations. Parce que le problème est que souvent les jeunes ne vont pas vers ces informations-là, mais il faut passer forcément par des communications, soit par la presse, oui. Voilà, pour qu'ils, sinon vraiment, on les appelle de venir, de visiter souvent les directions régionales et l'AEJ. Merci. Dans un emploi jeune. Merci infiniment, Monsieur Doumbia, pour votre passage ici très productif pour notre jeunesse. En tout cas, on va dire que la balle est dans le camp de la jeunesse pour pouvoir intégrer cette instance-là et se bonifier. Juste derrière, ce sera le droit avec Monsieur Landry Couillot. Vous ne croyez pas si bien dire, hein, et quand il faut rester concentré et vous parler, il faut rester aussi concentré et l'écouter. Et là, maintenant, on restera concentré et échanger avec notre invité, Maître Landry Gaye-Couillot, conseiller juridique, avec qui on parle de la détention préventive en droit ivoirien. D'entrée de jeu, c'est quoi la détention préventive? Bonjour, Maître. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver tous les deux. Oui. Ben oui. Oui. Et ce, pour quelques semaines. Oui, quelques jours même. Ah bon, oui. Donc je vais profiter donc de vos présences. Alors, qu'est-ce que c'est que la détention préventive? La détention préventive est une mesure de procédure pénale qui est décidée par le juge d'instruction à l'occasion d'une instruction, d'une information judiciaire qui est ouverte contre une personne qui est mise en cause dans la commission d'une infraction. Il y a quelques semaines, nous parlions de la garde à vue. Nous disions qu'à l'occasion d'une infraction qui est commise, l'on recherche les personnes qui sont impliquées, celles qui ont facilité la commission de l'infraction, celles qui ont accompli même l'acte constitutif de l'infraction. Elles peuvent être déjà, lors de l'enquête préliminaire, être mises à la disposition de la police afin de permettre de recueillir les différentes preuves à présenter devant le procureur qui, lui, va le présenter devant le juge d'instruction. C'est le juge d'instruction qui, une fois ayant reçu le dossier, va donc décider opportunément de priver provisoirement le mis en cause de sa liberté en le mettant à la disposition du surveillant en chef, c'est-à-dire le régisseur de la maison d'arrêt. Donc il va prendre une ordonnance et vous dire, monsieur, étant donné que les indices qui constituent l'infraction sont suffisamment graves et vous reliez à cette infraction, et pour le besoin de l'enquête, afin que vous n'ayez pas à vous soustraire la justice et que vous soyez mis à la disposition de vos magistrats, de vos juges, afin de pouvoir vous interroger, afin de pouvoir recueillir d'autres informations, nous allons vous proposer provisoirement d'être logé à la maison d'arrêt, la plus proche bien sûr, afin que votre sécurité et la sécurité même du processus judiciaire soient accordées. De manière provisoire. De manière provisoire. Il faut bien préciser cela, c'est de manière provisoire. En France, on ne parle pas de détention préventive, on parle de détention provisoire. Oui. On aurait dit que c'est une question de terminologie, mais tout le sens y est. Détention provisoire pour préciser que les libertés individuelles sont plus importantes. Ici, détention préventive parce que l'on met l'accent sur le procès que l'on veut organiser et non pas sur les droits acquis par l'individu en lui-même. Et c'est en cela que beaucoup de rapports ont été faits par des organisations non gouvernementales, nationales ou internationales, qui indexent le système judiciaire ivoirien sur le fait qu'ils ne sont pas suffisamment pris en compte les libertés et les droits individuels des personnes qui sont inculpées et détenues. Alors, est-ce que la durée, elle est déterminée? Mais bien sûr, il faut bien, sinon on est dans l'abus et dans l'excès. Oui. Qu'est-ce qu'on reproche à notre système? On reproche le fait que systématiquement, presque systématiquement et de manière excessive, les mises en cause sont mis en détention préventive. Et le plus souvent, on les oublie. On les oublie. Ça veut dire qu'on vous donne un délai. La loi est claire là-dessus. La loi dit qu'il y a un maximum. Le maximum, c'est quoi? Pour ce qui est des délits, le maximum est de 6 mois. Pour ce qui est des crimes, le maximum est de 18 mois. Mais lorsqu'on a affaire à des crimes particulièrement graves, par exemple des crimes de sang, le trafic de stupéfiants,
le détournement des deniers publics. C'est grave, il faut le dire. C'est aussi grave qu'un crime de sang parce que c'est l'argent des gens. Vous comprenez? À ce moment-là, on a 4 mois renouvelables. Mais les 4 mois renouvelables ne sont pas limités, malheureusement, par notre code de procédure pénale. On peut renouveler les 4 mois là 10 fois. Le problème, c'est ça. À ce moment-là, on se dit, mais ce n'est plus une détention qui doit être provisoire, mais ça ressemble plutôt à une condamnation en tant que telle. Oui. Comme si vous purgez une peine et que vous n'ayez jamais eu à faire l'objet d'un procès. C'est en cela qu'on interpelle pour dire qu'il est important maintenant de réviser notre code afin que il puisse correspondre dans la lettre et dans l'esprit aux différentes conventions internationales et pactes internationaux auxquels la Côte d'Ivoire est État partie. Voilà, et ce qui va rassurer davantage les personnes, c'est-à-dire les personnes concernées directement, oui, mais aussi leurs familles. C'est très important de situer ces détentions-là dans le temps, dans la durée. Hélas, on n'est pas forcément dans les indications qui sont idoines en la matière au niveau international. Ici, il y a quelques réglages à faire. Mais je me rappelle ici que sur ce plateau, on a aussi évoqué la présomption d'innocence. Oui. Finalement, la corrélation qu'on pourrait faire avec quelqu'un qui se retrouverait en détention en provisoire. Comment faire le marquage pour ne pas qu'il y ait collusion? Merci, j'aime bien. Quelqu'un qui est détenu, donc il est inculpé. Inculpé, cela veut dire quoi? Inculpé, ça ne veut pas dire que vous êtes condamné. Ça veut juste dire qu'il y a une suspicion de ce que vous êtes probablement celui qui a commis l'infraction. Donc on vous notifie que les indices concordants et graves se tournent vers vous. Ça, c'est la première des choses. Vous êtes détenu, mais vous n'êtes pas condamné. Vous comprenez? Donc vous bénéficiez gracieusement de la présomption d'innocence. Vous demeurez innocent. Vous êtes juste un innocent que l'on détient provisoirement le temps d'organiser son procès. Mais même avant même l'organisation du procès, il peut faire l'objet d'une décision de non-lieu. Ça veut dire que le juge d'instruction diligentant l'information judiciaire peut se rendre compte que, suite aux interrogatoires et aux enquêtes de terrain complémentaires, vous n'avez absolument rien à voir avec cette infraction. Je dis bien rien à voir. Donc, il n'est même pas question de vous conduire au procès, dont vous bénéficiez d'un non-lieu. Vous pouvez faire même l'objet d'une réqualification des faits, de sorte qu'on aurait pu croire qu'il s'agit d'un crime, mais en réalité, il s'agit plutôt d'un délit. Exemple, on aurait pu vous détenir, vous inculper pour un assassinat. Un assassinat, c'est le fait de pouvoir priver quelqu'un, d'arracher la vie à quelqu'un en ayant prémédité. Mais on se rend compte qu'il ne s'agit vraiment pas d'un assassinat, vous n'avez rien prémédité, mais c'est plutôt un homicide involontaire. Donc ce qui aurait été qualifié de crime va devenir un délit. Donc on peut requalifier les faits et déclasser l'infraction. Donc on a la présomption d'innocence et elle doit être garantie. Et comment est-ce que cela se manifeste? Cela se manifeste dans le traitement à accorder aux détenus préventifs. Il ne faudrait pas qu'il soit considéré et traité comme un coupable. Et c'est en cela que nous demandons à ce qu'il soit fait très attention au temps que celui-ci passe en détention, de sorte à ce que, lorsque le délai est arrivé, celui-ci de droit puisse bénéficier de la liberté provisoire. Alors, on va parler des droits maintenant. À l'instant, on a évoqué l'oubli. Le détenu peut être oublié. Quel est son recours et quels sont les droits d'un détenu préventif? Très bien. Un détenu préventif, jouissant de la présomption d'innocence, peut donc rappeler au magistrat, attention, vous m'y avez mis, ne serait-ce que pour 6 mois, parce qu'il s'agit d'un délit particulièrement grave, donc 6 mois, et que par voie de conséquence, passé ces 6 mois, et ces 6 mois non renouvelables, je dois être mis en liberté. Si au cours des 6 mois, le système judiciaire ivoirien n'a pas eu les moyens, le temps et la mécanique pour organiser le procès, il faut le mettre en liberté, mais une liberté provisoire. Si l'on l'a oublié, c'est très simple, il peut saisir le juge d'instruction pour que celui-ci, dans une ordonnance motivée par réquisition du procureur, puisse lui accorder la liberté provisoire. Mais le juge d'instruction peut même faire mine de n'avoir même pas reçu sa demande. Il peut même ne pas y répondre, vous comprenez. À ce moment-là, il a une voie de recours. Cette voie de recours, c'est de saisir la chambre d'accusation. Il saisit la chambre d'accusation pour dire, le juge d'instruction qui est là, qui a ordonné ma détention préventive, je l'ai saisi pour lui demander de me remettre en liberté provisoire. Mais il n'a pas répondu. Donc je vous demande, vous, de
me faire droit de répondre à ma demande et de m'accorder la liberté provisoire. Mais vous pouvez saisir directement la chambre d'accusation. Lorsque, par exemple, vous faites l'objet d'une poursuite pour un crime et que le juge d'instruction au premier degré a fait l'information et qu'il transmet le dossier à la chambre d'accusation, donc c'est elle qui est désormais en charge de votre dossier afin de s'assurer que les différents faits constitutifs de l'infraction existent vraiment et que vous êtes la personne concernée donc en tant que mise en cause, vous saisissez la chambre d'accusation. À ce moment, c'est le procureur général qui aura donc à formuler un réquisitoire et qui va dire soit il est d'accord pour que vous soyez mis en liberté provisoire, ou alors il peut s'y opposer. Il peut dire non, parce qu'il estime qu'il y a des raisons qui sont particulièrement graves, qui nécessitent que vous soyez détenu encore un peu plus longtemps au sein de la maison d'arrêt. C'est très important. Et pour rester sur le sujet par rapport à cette détention préventive, vous avez parlé des fois d'arrestation systématique. Quels sont les éléments requis pour pouvoir arrêter quelqu'un, un individu, pour le mettre en détention préventive? Déjà, ça, c'est le premier volet. Et il y a une question qui nous est parvenue de là-haut. Comment saisit-on le juge? C'est par voie de courrier ou par l'intermédiaire de son avocat? Alors, je vais commencer par la seconde question et terminer par la première. Alors, lorsque l'on demande une mise en liberté provisoire, la loi nous permet de le faire de la manière la plus simple possible. Le détenu lui-même peut saisir, bien sûr, soit le juge d'instruction ou directement la chambre d'accusation, par lettre, un courrier, comme on le dit de manière générale, par courrier. Il peut le faire par l'intermédiaire de son avocat. S'il a les moyens d'en avoir un, ou comme on l'a dit, il peut obtenir une assistance judiciaire. Ça fait un peu fiction. Hein, non, ce n'est pas une fiction. Dans l'absolu, ça fait beaucoup de fiction. Non, ce serait une fiction. On a précisé cela comme étant une fiction parce qu'on ne le sait pas. Sauf que la réalité législative... La réalité normative en matière juridique en Côte d'Ivoire établit de manière claire que le droit ivoirien le prévoit. Maintenant, il faut faire ce qu'on appelle l'information juridique, ce qui se fait aujourd'hui, et en termes de culture, afin de pouvoir mobiliser davantage l'assistance judiciaire à ce niveau. Alors, d'abord, il y a le détenu, il y a même son conseil, mais il y a aussi le ministère public, c'est-à-dire le procureur. Parce qu'il a aussi cette responsabilité-là. Le rôle du procureur n'est pas de vous enfoncer. Le rôle du procureur est de travailler à la manifestation de la vérité. Certes, il est l'accusateur, mais il est l'accusateur raisonné et raisonnable. C'est lui qui, éclairé et clairvoyant, peut se rendre compte qu'en poursuivant cette personne-là, je commets plus une injustice qu'une justice. Par voie de conséquence, il va falloir le libérer. Donc, on se rend compte que le détenu n'est pas seul, en principe. Il n'est vraiment pas seul. Et même lorsqu'il ne peut pas saisir, il ne peut pas le faire lui-même, soit parce qu'il est analphabète, il n'a pas d'avocat, il ne sait même pas qu'il peut avoir l'aide judiciaire, l'assistance judiciaire. Et le procureur n'est pas saisissable, n'est pas disponible. Il peut faire recours au service social de la justice, et même faire recours au régisseur, donc à l'administration pénitentiaire. Donc il lui écrit une lettre pour lui dire, monsieur, lorsque je suis arrivé, parce que lorsque vous devez être détenu et installé dans votre cellule, vous faites l'objet d'abord d'une inscription dans le registre d'écrou. Le registre d'écrou, c'est un document dans lequel il est inscrit l'identité de la personne mise en détention, soit en termes de condamnation de détention préventive, avec son suivi administratif. Donc vous lui rappelez, chef, quand je suis arrivé il y a 6 mois, là, tu as écrit ça. Mais il se trouve que ça fait 9 mois que je suis là. Normalement, je dois être mis de droit en liberté. Lui, saisi du courrier, va le transmettre soit au juge d'instruction ou à la chambre d'accusation qui devra statuer. Mais nous recommandons à toute fin utile que nous ayons un avocat. L'avocat se préoccupera davantage de vous que quiconque. Moi j'aime bien quand vous parlez parce qu'avec vous, tout est beau. Non. Oui, même la détention en milieu carcéral, même sophistiqué, installé dans la cellule. Non, il faut rassurer les gens. Il faut qu'ils sachent une chose. Le code de procédure pénale, il est fait non pas contre eux, mais pour eux, afin que la puissance publique n'abuse pas de ses droits, de ses privilèges. Donc, lorsque vous le connaissez ou que vous vous faites assister par quelqu'un qui le connaît, il va se trouver que vous serez dans une situation où vous serez moins brutalisé, vous serez dans une situation où vous serez beaucoup plus zen.
Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître. Alors, on va poursuivre donc. Que risque cette personne mise en détention préventive, par exemple, cette personne qui a un emploi, qui travaille bien, qui a un salaire et tout, qui a une bonne situation, que risque, par exemple, cette personne? Dans le cas de quelqu'un dont la vie était parfaite, il est marié, il a un emploi, vous comprenez, tout va bien chez lui. Et puis, il se trouve que par concours de circonstances malheureuses, qu'il ait été lui-même impliqué ou pas, il se retrouve en détention préventive. Il n'est pas condamné. Il bénéficie de la présomption d'innocence. Pour ce qui est de sa situation professionnelle, malheureusement, l'employeur peut évoquer la perte de confiance pour mettre un terme au contrat de travail. Et il sera en droit de le faire tout en vous libérant de vos droits. Vous comprenez? Il n'y aurait pas un licenciement qui serait abusif dans ce cas. Il ne va pas s'appuyer non pas sur les faits qui justifie votre détention préventive, il va juste dire au magistrat, il y a un problème de confiance. C'est normal, parce que c'est sur la confiance qu'il vous a embauché. Par voie de conséquence, on ne peut pas tenir l'employeur ou l'obliger à vous garder ou à maintenir le contrat de travail lorsqu'il y a une suspicion légitime. Si même les magistrats doutent même de votre innocence et justifient que vous soyez mis en détention préventive, ce n'est pas lui qui ne va pas douter, bien sûr, de votre situation. Par voie de conséquence, vous pouvez perdre votre emploi. C'est pourquoi nous disons aux magistrats, attention, il ne faudrait pas que la détention préventive soit systématique. Il faut vraiment y songer parce que la vie de quelqu'un peut être détruite alors qu'au final, il n'y a absolument rien qui lui soit reproché. Et que cette personne-là même ne pourra même pas poursuivre l'État de Côte d'Ivoire en dommages et intérêts pour peu que l'on va lui opposer le fait que la procédure a été suivie et sans qu'il y ait une volonté manifeste de nuire à sa personne. Pour ce qui est de la situation matrimoniale, il faut préciser, mesdames, le fait que monsieur... Et messieurs, il y a aussi non, des femmes le fait que monsieur... Il est été... Étape par étape. Monsieur soit en détention préventive n'est pas une raison... Il y a une population aussi carcérale, hein, faite d'hommes et de femmes. Justement. Bon, mesdames, messieurs... Mais le plus souvent... Non, oui, bien sûr, je suis d'accord. Chers conjoints et conjointes... Voilà qui est bien. Lorsque votre conjoint, votre conjointe est mise en place en détention préventive, cela ne veut pas dire qu'elle était condamnée. Par voie de conséquence, ça ne justifie pas ni la demande de divorce, encore moins la séparation de corps. L'inculpé détenu garde toujours ce qui est de son autorité parentale vis-à-vis de ses enfants. Il joue de la présomption d'innocence. Il faut toujours le rappeler, cela. Donc, il garde ses droits sociaux, ses droits économiques, ses droits civils. Il a même le droit de se présenter, de candidater à un poste de député ou de maire. Il n'y a aucun problème parce qu'il est innocent. Non, il ne faut jamais l'oublier. Sauf que c'est en matière professionnelle où il y a un risque grave de perdre son emploi. Merci beaucoup à maître Landry Couillot, donc Landry Gaillet Couillot, moi c'est le nom là qui me plaît. Gaillet Couillot. Comme l'actrice. Julie. Oui. Oui, Julie du Centre-Ouest. Oui. Il est conseiller juridique avec lui, la détention préventive en droit ivoirien. Merci à vous, Alix. On a terminé. On a terminé. C'est sûr que le coq chantera ailleurs. Et nous, demain, on sera avec vous au son du coq. Ce sera pour mercredi dans Famille. Salut le coq. Au revoir.